On va parler maintenant des fonctionnalités déjà présentes dans Airflow 2000, dans Airflow Online qui sont sorties avant août sur Airflow Online. Les nouvelles méthodes de workflow. Alors, on a maintenant des nouveaux formats d'export d'index. Avant, on avait un format de type XML uniquement. Maintenant, on supporte les formats JSON et CSV. Alors, je vais vous montrer ça très rapidement. On va sur la partie export. Et donc, cette feuille d'export a changé. Donc là, on a partie export, donc on configure où est-ce qu'on l'envoie, le répertoire, le format d'export du fichier, on peut décocher pour ne pas exporter le fichier, et on a les différents formats. Alors, on a CSV, JSON et XML basé sur un gabarit. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez utiliser, CSV, imaginons, et automatiquement, ça va vous ouvrir une fenêtre liée au format que vous avez sélectionné. Ici, vous avez sélectionné du CSV, donc vous allez pouvoir remplir le nom du fichier d'export CSV avec des macros, etc., en fonction de votre besoin, le séparateur, le qualificateur. Est-ce que vous voulez écrire les entêtes de colonnes? Est-ce que vous voulez ajouter au fichier existant si le fichier a le même nom? Ça vous permet d'avoir un seul fichier avec un ensemble de factures d'une semaine, par exemple, si ce fichier a le même nom, utile notamment pour Sage. Et ici, vous allez pouvoir spécifier les entêtes et les données. D'accord? Les données qui sont bien sûr liées aux données d'index. Et vous cliquez sur OK, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à savoir de plus sur l'export, c'est simple à comprendre. Les entêtes, les données, et vous exportez le fichier. On a la possibilité d'exporter au format JSON, à nouveau, les balises, les données, le nom, et c'est tout. Et enfin, on a la possibilité d'exporter en XML, mais basé sur un gabarit. Donc avant, on pouvait exporter au format XML, mais on était un peu contraint au format Zerfor, où on avait un ensemble de balises, et on était limité à ces balises-là. Ici, XML basé sur un gabarit, c'est un peu plus intéressant à utiliser si vous voulez utiliser un format spécifique, parce que vous allez pouvoir charger un gabarit. Donc imaginons que je prenne un gabarit de facture, et ici, je vais pouvoir y mettre un ensemble de données liées à ma facture. Et donc, je peux afficher mon gabarit avec mes ensembles de données de mon gabarit. Et je peux lier du coup mes entêtes et mes balises avec mes données d'index. Vous pouvez même faire du script si vous voulez, ne pas utiliser entièrement le nom du fournisseur, mais utiliser les 3 premières lettres du nom du fournisseur. Vous faites du script pour récupérer que ces 3 premières lettres et vous les mettez dans les balises que vous voulez. Vous pouvez convertir des formats, etc. Je n'ai pas compris si... Alors, je réponds juste... Alors, de toute façon, on a fini. Donc ça, c'est la partie export. Je vais répondre aux questions tout de suite. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose à savoir. JSON, XML... JSON, CSV et XML basé sur gabarit. Pour baser sur gabarit, attention, il faut forcément un gabarit. Donc, il faut aller chercher son gabarit de XML pour pouvoir l'utiliser. Alors... Pourra-t-on revoir ces points après le e-learning? Alors, pourra-t-on revoir ces points après le e-learning? Il est prévu une formation la semaine prochaine, lundi, pour répondre aux questions, pour revoir justement l'ensemble des points. Donc oui, on va revoir ces points après le e-learning, bien sûr. J'ai pas compris si on peut s'appuyer sur un fichier de schéma XML. Oui, on peut s'appuyer sur un fichier de schéma XML, il faut juste charger ce XML. Le XML customisé, alors je vous crée un XML rapidement, ou alors je vais prendre un XML. Je vais prendre ça, je vais modifier, je vais enlever toutes les balises ici, je vais mettre juste une balise pour vous montrer. Donc, ou alors ce que je vais faire ça. Invoice facture NO. Hop, je ferme ma balise facture NO. Voilà, donc j'ai créé alors facture NO et je vais mettre fournisseur. Hop. Donc là j'ai créé mon XML. Alors je vais l'enregistrer sous le bureau.
template underscore facture. Donc, point XML, bien sûr, il faut mettre au format XML. Je le changerai juste après. Et je retourne ici. Oui, bien, alors, je vais le montrer aussi, ça. La question, donc je vais l'éditer. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, et là, fournisseur, Canon. Donc là, j'ai créé mon template au format XML. Maintenant, je vais vouloir le charger. Donc, je vais ici, je charge mon gabarit. Je vais sur mon template facture qui est ici. J'ai pas mis de slash à la fin, peut-être. Alors, sans doute, mon template n'est pas forcément bon. Que je regarde. Oui. Bien sûr, il manque le. Trop vite, je retourne sur template facture qui est ici. Alors, modifier. Téléphone. Voilà. Hop là, donc je ferme mes balises et je refais mon chargé. Je retourne sur mon template facture qui est ici. Je ferme mon template. Je suis pas pris bon. Bon, je pense que mon template n'est pas forcément bon parce que je crois que en en-tête, je dois mettre des données spécifiques pour le format UTF-8, etc. Mais finalement, ici, j'aurais eu l'ensemble des en tout cas mes deux balises, facture numéro et fournisseur. Et alors, pour mettre des données en dur, je peux les mettre directement ici, ces données en dur avec des guillemets pour signaler si c'est une chaîne de caractères, ou si c'est un numéro, on peut mettre le numéro directement, ou alors je m'appuie sur des données d'index, d'accord, des données d'index de ma catégorie. Est-ce que c'est plus clair? Donc oui, on peut s'appuyer sur un fichier de schéma XML. Et les XML customisés, balises et attributs. Bien sûr, balises et attributs. Les balises, vous allez les mettre dans votre fichier XML. Les attributs, ce sont soit des attributs statiques que vous allez mettre dans votre paramétrage, soit des données liées à vos données d'index. Et donc là, vous sélectionnez vos données d'index. D'autres questions à ce niveau-là? Non? Ah, c'est Franck. Ouais, j'avais fait un test et une fois que j'avais configuré, en fait, je ne retrouvais pas la possibilité d'exporter le document dans le XML. En fait, on ne retrouve pas la ligne dans la balise de ce qu'exporte Zerfor, le XML de Zerfor, on ne trouve pas le document après. Pour lui dire tu veux dire le nom de fichier? Ouais. Alors je pense que c'est la peut-être balise. moi qui ai raté. Hein. Tu as essayé The Docfile? Voilà, ouais, ça on le voit pas quand tu le rajoutes après dans ton script pour dire ce que tu veux exporter, c'est ce document-là, cette balise, tu l'as pas en fait. Enfin, moi je l'ai pas trouvé, hein, c'est peut-être un bug sur le mien. Hein. Donc ici, si tu mets The Docfile par exemple, alors, donc quand tu as utilisé le truc standard, ouais. et après, toi quand tu tu fais bien des données d'index pour pouvoir après exporter ou pouvoir récupérer en fait le document pour l'importer en automatique. Ouais. L'IT, tu la vois pas. Alors, tu parles bien du nom du fichier, c'est ça? Le fichier en lui-même, en fait, le nom ou si tu dois faire file to export, par exemple, file to save. Et là, tu as mis exporter le fichier? Ouais, bien sûr. Ouais. Et file to save, on le voit pas après dans le. Là, on le voit bien dans les balises, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais après, quand tu le remets dans le document à exporter, tu peux pas. Si tu dois faire la saisie d'index des autres trucs, ce fichier, là, cette ligne-là, tu la vois plus. Alors qu'en CSV, il n'y a pas de problème, mais là-dedans, ça marche pas. Et, mais c'est en aparté, hein, peut-être que c'est le mien qui va pas. Hein. Moi, je l'ai déjà fait, ça a bien fonctionné, donc j'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Faudrait que tu me montres plus tard, pas ici, mais plus tard, ce qu'il en est, et on regarde. Pas de souci. Pas de souci. D'autres points, d'autres questions?
Non, on passe à la suite. Juste une petite question par rapport à ce que tu disais sur les fichiers CSV, là où on peut alimenter le même fichier Oui. à condition qu'il porte le même nom. Ça se fait de toute façon toujours document par document. On ne peut pas concaténer un ensemble de documents en même temps pour créer ce fichier. Non, le workflow passe sur un document, donc ça sera document par document. Ok. D'autres questions? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il crée bien une ligne dans le CSV par élément de chantable, par exemple. Oui. Ah, merci. On passe à la suite? Alors, génération de PDF A3. Nouvelle tâche de workflow, incorporer les données d'index permettant d'intégrer les données d'index dans un PDF A3. Alors, vous pouvez l'utiliser pour l'envoi de factures vers Chorus, parce que Chorus, vous savez, sur l'interface Chorus, vous allez pouvoir intégrer des documents et des factures, et donc il accepte le PDF A3 avec les données d'index intégrées dedans. Donc, le paramétrage est très, voire exactement similaire au paramétrage de l'export. On a juste une nouvelle tâche, incorporer les données d'index. On va sélectionner le format, PDF-A bien sûr. Est-ce qu'on veut signer en un seul fichier l'ensemble des fichiers sur lesquels on joue le workflow? Est-ce qu'on va signer avec un certificat? Et ensuite, on sélectionne alors son type de format. Attention, c'est une importance de sélectionner son profil. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez un XSD dans le PDF qui est aussi paramétré, qui n'est pas visible. Et donc, si vous ne sélectionnez pas, par exemple, facture X pour les factures de type facture X, le format ne sera pas forcément reconnu partout. D'accord? Ensuite, vous avez les niveaux de conformité. Alors, basique, c'est de la conformité sans ligne article. Ici, c'est un format spécifique. C'est un format spécifique. Et je crois qu'il y a les lignes articles, mais il y a des données qui manquent. Et ici, on a toutes les données de la facture. D'accord? Donc, à nouveau, vous sélectionnez ce que vous voulez. Par exemple, Chorus accepte le basique, bien sûr. Ensuite, vous chargez votre gabarit, donc un template spécifique, et vous remplissez les données d'index, comme on l'a vu dans la partie export, le fichier. Une fois que vous faites cela, vous avez l'ensemble des données présents dans votre PDF. Alors, je vous montre ce que ça donne dans un PDF. Ici, je l'ai fait pour génération de la e-facture, par exemple, avec un format Zuckferd. Et si je fais, alors je crois que c'est... ça doit fonctionner sur celle-là. Donc bien sûr, ça va créer une nouvelle version lorsque l'on va générer son PDF de type PDF A3. Voilà, on peut le voir. File modified by workflow task PDF A3 Zuckferd. Et si j'ouvre mon document pour voir ce que ça donne, en fait, normalement, mon document, il est de ce type, mais là, en plus, j'ai une pièce jointe avec mon XML incorporé à mon PDF. Et si je l'ouvre, j'ai bien sûr l'ensemble des données d'index liées à ce document, en tout cas celles que j'ai mappées. Donc le numéro de facture, les informations de livraison, d'adresse, etc. et les montants. Donc voilà, là il y a à nouveau ce paramétrage, c'est très simple. Vous sélectionnez incorporer données d'index, vous sélectionnez le profil que vous voulez utiliser et le gabarit. Vous mappez les données de gabarit avec les données de balise, pardon, avec les données de votre catégorie, et c'est tout. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Bon, c'est assez rapide parce qu'on l'a vu juste avant, donc il n'y a pas, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Pas de questions à ce niveau-là? On passe à la suite? On va maintenant parler des... Oui. Excuse-moi, juste j'avais parlé de mon micro. On est d'accord que le fichier qui est créé avec les données d'index vient écraser
le fichier existant ou tu peux aller le placer dans une autre catégorie éventuellement? Non, il écrase le fichier existant. D'accord. Ok. C'est l'équivalent en fait de la créer un fichier PDF quoi. Enfin, je sais plus comment ça s'appelait dans les workflows, mais. De convertir en fichier Ouais, PDF? convertir, Oui, voilà, c'est ça. oui, exactement. Ok. C'est bon. Plus d'autres questions. Alors, on va parler maintenant des fonctionnalités déjà présentes via Therefore Online, les nouvelles fonctionnalités e-form. Donc, comme vous le savez, tout au long de l'année, les e-forms ont évolué parce qu'avant, on avait des e-forms avec différents composants. On a rajouté des composants et des possibilités sur ces e-forms. Le premier composant, alors je ne vais pas vous le montrer parce qu'il faut une clé API, alors je vais vous expliquer un petit peu. On a la possibilité de mettre de la géolocalisation dans les e-forms. Donc c'est un composant géolocalisation, je vais vous montrer ça très rapidement. Je vais accéder à mon e-form, slash forms, slash client, slash web, slash forms. Je vais créer un nouvel e-form. Et donc là, on a un nouveau bouton qui est ici, qui s'appelle Location ou localisation en français. Bien sûr, c'est traduit en français comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et donc ici, il suffit de rentrer votre clé API et la même clé API dans Google Maps ID pour pouvoir paramétrer cette partie localisation. Et on peut bien sûr automatiquement détecter la localisation de la personne. Attention, lorsque ce composant a été développé, l'API Google était gratuite à ce niveau-là. Elle ne l'est plus. Donc à chaque fois que vous allez utiliser cette fonctionnalité, donc vous allez rentrer une clé API et ça va décréditer des crédits que vous avez sur votre compte que vous avez créé pour récupérer cette clé. Alors vous avez des crédits gratuits, je crois que c'est 5000 crédits gratuits, mais au bout de ces 5000 crédits gratuits utilisés, ça va décréditer de l'argent. Ouais. Donc c'est le cas maintenant, donc faites bien attention sur cette fonctionnalité-là. Il faut que le client ait une clé Google, une clé API Google, et qu'il soit au fait que cette clé API Google, mais normalement il l'est, quand on utilise la partie géolocalisation, ça décrédite les crédits qui sont sur son compte. Voilà. Et finalement, ça permet de faire de la géolocalisation avec la map Google, et voilà. La partie CAPTCHA. Donc la partie CAPTCHA V3, elle permet de sécuriser vos e-forms pour contrer les spams. Ça a un faible impact parce que c'est pas comme les images où vous devez cliquer sur les images pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. C'est fait en arrière-plan, d'accord? Et la version 3, elle n'est pas visible pour les utilisateurs finaux. Donc vous n'allez pas voir qu'il y a du reCAPTCHA dessus. Ça permet justement de sécuriser encore plus votre formulaire. Donc comment est-ce que ça fonctionne? La première chose à faire, avant d'aller mettre le bouton reCAPTCHA ici, il faut aller dans votre Solution Designer. Dans votre Solution Designer, vous allez aller dans la partie paramètres. Et dans cette partie paramètres, vous allez dans Avancé, et là vous tapez CAPTCHA, et vous avez deux choses à mettre. La clé du site et le mot de passe, la clé secrète. Ces deux choses-là, quand vous allez sur le site CAPTCHA V3, CAPTCHA, il va vous demander une adresse mail et c'est tout, c'est gratuit, d'accord? Il n'y a rien d'autre à mettre. Une adresse mail, peut-être une compagnie, quelque chose comme ça, et vous cliquez sur générer ma clé, ça vous donne directement le site et la clé secrète. Là, je vais en utiliser une pour vous montrer. Alors, je crois que c'est pour ouvrir notre tab
plus, il faut avoir ça dans les... Donc je vais prendre cette clé-là, site, et cette partie-là. Une fois qu'on a fait ça, on a paramétré la partie CAPTCHA, et maintenant si je l'ajoute sur mon formulaire, donc je vais utiliser un formulaire existant, par exemple j'ai un formulaire, je crois, sur le room service. Je vais rajouter la partie CAPTCHA. Je vais, alors là je suis en mode utilisateur, je vais aller en mode édition, et je vais aller dans la partie avancée, rajouter mon petit reCAPTCHA, le sauvegarder. Là normalement tout est bon. Je clique, je sauvegarde. Alors j'ai peut-être mon compte qui a expiré. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je retourne si il m'a... Ouais, je pense que mon compte a expiré. Donc il faut renouveler le compte. Et là en fait on a le petit bouton reCAPTCHA qu'on voit tout à droite qui est censé apparaître ici pour la partie administrateur. Ça veut dire que c'est sécurisé avec le reCAPTCHA. D'accord. Donc pour la clé, attention à bien la renouveler chaque année. Ici ça n'a pas été fait, mais bon, vous avez vu comment le paramétrer. Vous allez sur le site, ensuite vous le paramétrez ici et ça suffit, vous l'avez directement ici. Alors, je vais juste essayer une chose pour être sûr de ça. Vérifier si c'est pas parce que je l'ai rajouté alors que j'étais en mode édition. Donc ça a expiré, bon c'est pas grave. Et donc voilà, vous avez juste ça à faire et une fois que vous mettez le composant reCAPTCHA sur votre formulaire, il sera sécurisé et évitera qu'il y ait des spams. Comment ça marche le CAPTCHA V3, juste pour information? En fait, il vérifie comment est rempli votre formulaire. Si il voit que c'est rempli d'une façon inhabituelle, c'est-à-dire qu'il y a un robot derrière qui fait des manipulations qui ne sont pas humaines, alors il considère que c'est un robot et il met une note de 0 à 1. 0 étant très probablement, enfin c'est que c'est un robot, 1 c'est que c'est un humain, et en fonction de ça, il vous avertit pour que vous puissiez faire ce que vous voulez du document. Est-ce que c'est bon pour cette partie CAPTCHA? À nouveau, il n'y a pas grand-chose, une clé API à configurer, vous mettez le composant CAPTCHA et ça. On passe à la suite. La partie image. Alors, avant, au niveau des images, on était obligé de passer par un composant HTML, on mettait le lien vers les images ou l'image en base 64 et ça nous permettait d'afficher l'image. On a une méthode beaucoup plus simple pour afficher une image maintenant, c'est d'utiliser le composant justement image. Alors, fichier en fait. Non, fichier, non image. Donc pour ce composant fichier, on va dans la partie basique. Vous avez un composant fichier. Alors je vais juste supprimer le CAPTCHA pour éviter d'avoir l'erreur, ou en tout cas recréer un uniforme, voilà. Vous rajoutez le composant fichier et la première chose à faire, c'est, donc on va l'appeler image, c'est de cacher le label, on n'en a pas besoin du label. Et tout en bas, c'est de le désactiver. Le désactiver, ça va vous permettre d'éviter à ce qu'une personne recharge une autre image. D'accord? Donc on désactive ce composant. Puis on va dans la partie fichier. Au niveau du storage, on dit que c'est la base 64, parce que c'est un fichier qu'on va aller chercher pour le mettre dans l'uniforme. C'est pas un fichier qui sera sauvegardé dans Airform. On l'affiche en tant qu'image. Voilà. Et ensuite, on va dans la partie data. Ici, on va aller chercher son fichier. Donc, je vais aller chercher un logo, par exemple. Voilà, j'ai un logo Canon, imaginons. Je sauvegarde, et voilà, j'ai rajouté mon image. Donc c'est beaucoup plus simple que d'utiliser le composant HTML, et ça vous permet justement de rajouter les images que vous voulez directement dans le formulaire. D'accord. À nouveau, il n'y a rien d'autre de plus sur cette partie-là.
très simple à comprendre, c'est juste un nouveau composant qui vous permet de rajouter des images. Paramètres URL dans l'EasyForm. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça vous permet de pré-remplir le formulaire avec des données spécifiques. Imaginons que vous voulez utiliser le mode anonyme, mais avec le mode anonyme, comme vous le savez, vous n'êtes pas authentifié, donc vous ne savez pas qui remplit le formulaire. Il suffit d'envoyer une URL spécifique à un utilisateur, et quand l'utilisateur va utiliser cette URL, alors il aura des champs pré-remplis, comme par exemple un champ caché qui peut être son nom d'utilisateur, que vous lui aurez paramétré dans son URL. Je vous montre ça tout de suite en live, vous allez voir, c'est très simple à paramétrer. On va créer un nouveau formulaire électronique. Bon, on va utiliser toujours celui-là. On va rajouter un champ texte. On va mettre non. Non. D'accord ? Ce qui est important de savoir, c'est que l'URL, elle va utiliser le nom API. Et il va falloir respecter exactement la casse pour pouvoir le faire. D'accord ? Donc si vous mettez un N majuscule, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vais mettre un N minuscule. Pour l'instant, je vais juste rajouter ça, je sauvegarde mon formulaire. Alors, bien sûr, je rentre un nom. Formation. Voilà. Je sauvegarde mon formulaire. Et maintenant, comment tester ? Il faut bien sûr aller en mode utilisateur sur ce formulaire. Alors, je vais voir quel est l'ID de mon formulaire. C'est l'ID numéro 6. Donc, je vais faire... Je vais un peu la modifier. Demo-reserve-workshop. Ici, je vais mettre l'ID numéro 6. Donc cette URL, vous la retrouvez sur l'aide en ligne, si vous ne vous rappelez plus de comment accéder en mode utilisateur à la partie formulaire. D'accord ? Donc là, j'ai mis le mode anonyme avec mon point d'interrogation et mon mode anonyme. Et je veux pré-remplir mon formulaire. Je rajoute un « et ». Nom est égal, et je mets le nom. Et c'est tout. Une fois que j'ai fait ça, alors bien sûr, je ne vais pas configurer l'accès anonyme, je le configure très rapidement. Alors je vais le faire sans l'accès anonyme, ça fonctionne de la même façon. De toute façon, j'enlève la Allow Anonymous, parce que j'ai pas mis l'accès anonyme. Hop, nom égal valide. Bien sûr, je m'identifie. Et là, vous voyez, automatiquement, mon champ sera pré-rempli avec mes valeurs. Donc, imaginons que j'ai plusieurs champs. C'est très simple. En fait, on va mettre nom égal Walid et prénom. Alors là, ce serait plutôt très ici. Et prénom égal Walid. D'accord ? Et vous rajoutez tous les champs que vous voulez comme ça. Vous pouvez même remplir des champs liés à des tables référencées. Vous mettez un user number par exemple, et automatiquement toutes les données liées à cette table référencée vont remonter. D'accord ? Donc vous avez différentes possibilités, à vous d'exploiter cette fonctionnalité pour que ça réponde aux besoins de votre client. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est bon pour cette partie-là ? Oui, non ? On peut formater cette URL dans un email envoyé par Zerfa ? Oui. En fait, tu vas mettre des données d'index du coup à chaque URL. Et si tu mets de l'HTML, en plus, le format de l'URL sera un peu crypté. Et du coup, la personne, alors elle peut bien sûr trifouiller l'URL pour la modifier, mais elle sera quand même un peu plus cryptée. Okay. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Pas de souci sur cette partie, très bien, parfait. Je passe donc à la suite. J'enlève. Et donc on est maintenant sur la partie sauvegarder, mode brouillon pour les e-forms. Donc on va pouvoir sauvegarder un e-form en brouillon et ensuite pouvoir le continuer plus tard. Ou alors l'envoyer à quelqu'un pour que lui le valide plus tard. D'accord ? On a depuis août, je pense, la possibilité de mettre maintenant un paramètre pour supprimer automatiquement les brouillons. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, on va pouvoir paramétrer cette partie-là. D'accord ? Alors,
déjà pour la partie paramètres brouillon, on va dans paramètres, avancer, ici je tape draft, et là on voit iForm draft cleanup et on peut le paramétrer en nombre de jours. D'accord? Ça va nettoyer les brouillons non terminés. Maintenant, comment créer un brouillon? Je retourne sur mon brouillon. Alors, je vais retourner en mode édition sur mon iForm que je viens de créer. Donc, formation 2000. Alors, il est là directement. Concevoir. Et donc, ici, je vais rajouter un autre champ. Comme ça, juste un autre champ prénom, par exemple. Okay. J'ai rajouté mes deux champs. Je sauvegarde et je veux maintenant avoir la possibilité de sauvegarder, une fois que j'ai rempli mon nom, de le sauvegarder en brouillon et pouvoir revenir dessus pour le finaliser. D'accord? Je vais rajouter un bouton. Et ce bouton, je vais l'appeler comme je veux, donc brouillon par exemple, sauvegarder en tant que brouillon. Et ce qui est important, c'est l'action liée à ce bouton. L'action ici, il va falloir sélectionner sauvegarder, save draft, pour sauvegarder en tant que brouillon. À nouveau, ce sera en français. Je sauvegarde. Alors bien sûr, je peux mettre des couleurs à mon bouton. Hein. Si je le veux pas en gris, je le veux d'une autre couleur, je change le thème ici pour, je sais pas, primary ou running par exemple. Peu importe. Si maintenant je retourne sur mon... Alors est-ce que j'ai gardé? Parfait. Je retourne sur mon iForm en mode utilisateur. J'ai créé mon brouillon et j'ai créé mon nom, pardon. Ici d'ailleurs. Et j'ai pas encore créé mon prénom. Je veux finir mon iForm plus tard. Je vais pouvoir sauvegarder en tant que brouillon. Ça va m'ouvrir une fenêtre comme celle-ci. Cette fenêtre, déjà, on va pouvoir mettre le nom que l'on veut à mon brouillon. Donc mon brouillon. Et ensuite, je vais avoir un lien pour pouvoir y accéder plus tard. Donc je peux copier ce lien sur le clipboard pour pouvoir y accéder plus tard. Et je peux continuer à travailler, faire d'autres choses, etc. ou continuer à le remplir. Si maintenant, je colle exactement ce que j'ai copié, je vais directement accéder. Alors je vais devoir me connecter, bien sûr, parce que je ne suis pas en mode anonyme. Et là, on peut voir que c'est pré-rempli parce que j'ai déjà rempli. D'accord? J'aurais rajouté une lettre, je peux à nouveau le sauvegarder en tant que brouillon, d'accord? Et copier, à nouveau y retourner, etc. Maintenant, je vais accéder à ma liste de brouillons, d'accord? Donc, si je veux accéder à ma liste de brouillons, depuis Airflow Navigateur, ici, j'ai accès à l'ensemble de mes brouillons, d'accord? Donc là, on peut voir que j'ai accès à l'ensemble de mes brouillons. Donc là, c'est mon brouillon, où je peux afficher la liste complète de mes brouillons. Si j'affiche la liste complète de mes brouillons, ça m'ouvre l'URL et je vais avoir la liste de mes brouillons qui va être ici. Je peux bien sûr cliquer sur mon brouillon pour l'ouvrir, le renommer. Je peux même créer un lien et dans ce lien-là, je peux y ajouter l'accès anonyme. Ça va me permettre d'y accéder en mode anonyme. Il faut bien sûr que le mode anonyme soit configuré. Et voilà, et donc ce lien-là, je peux le partager à n'importe qui s'il y a le mode anonyme, et la personne peut retravailler le brouillon pour le soumettre ensuite. Et on peut créer des brouillons, une personne qui se connecte en mode anonyme peut créer des brouillons aussi. Une personne qui se connecte en mode anonyme peut créer des brouillons aussi. Et revenir sur ces brouillons? L'interface là, elle ne sera pas accessible non, pour cette personne-là. Ok, donc par contre, si elle a le lien, elle retombe sur il faut qu'elle garde le lien, exactement. Ok. Et ce lien, il est stocké, son brouillon, il est stocké dans Zerfor aussi. Et oui, pour le compte anonyme. Ok. Ah. Oui. Okay. Oui, de toute façon. S'il n'a pas accès à tous. Elle n'a pas cette interface finalement, la personne en mode anonyme. Non, je sais bien, donc c'est pour ça. En fait, le seul moyen de retourner sur un brouillon, ça sera d'utiliser le lien qui lui a été fourni. Exactement. Ok.
C'est bon? Ça va pour tout le monde? On passe à la suite? Juste une question, Walid. Bien sûr. Quand on remplit un formulaire, est-ce qu'on a un délai pour compléter le formulaire sur son navigateur? Non, pas ce que je sache, non. Ok. Faut juste faire attention Ça aux reste en paramètres. cache. Ouais, exactement. Faut juste faire attention aux paramètres du navigateur internet parce que des fois il rafraîchit les choses. Hmm. Donc faut juste faire attention à ça, mais côté Zerfor, non, il n'y a pas de. Euh, et juste faire attention à une chose aussi, à la connexion web. Parce que quand tu te connectes, si tu te mets pas en mode anonyme, je parle en mode classique, tu as une période de déconnexion au bout un certain temps, et ensuite tu es déconnecté pour libérer la licence par exemple. Il faut faire attention à ce niveau-là parce que si tu cliques sur Submit et que tu n'es plus connecté, il va peut-être te redemander de te connecter. Et je ne sais pas si tu risques de perdre les informations ou non. D'accord.